Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Réunion au Grand Sérail sur la situation dans la prison de Roumieh après le rapport accablant sur les travaux de réhabilitation, alors que le juge Saher porte plainte contre 6 détenus et un membre des FSI. La télévision d'État syrienne diffuse les premières images des experts internationaux à l'œuvre sur un site d'armes chimiques. L'ONU va envoyer une deuxième équipe d'inspecteurs pour accélérer le rythme des vérifications. En Égypte, le général Abdel Fattah el-Sisi, le nouvel homme fort du pays, n'exclut pas de se présenter à la présidentielle de 2014, alors que le procès de Mohamed Morsi a été fixé au 4 novembre. Et à suivre également dans cette édition, il y a un an, jour pour jour, la vie de Malala Yousafzai bascule quand cette jeune Pakistanaise est prise pour cible par les talibans. Devenue porte-parole de l'éducation dans le monde, elle fait partie des favoris pour le prix Nobel de la paix 2013. Réunion ministérielle au palais de Bravda ce matin sur la sécurité sous l'égide du président Michel Sleiman. Il a notamment été question du dossier des déplacés syriens. Le chef de l'État a par ailleurs félicité la direction générale de la Sûreté générale pour avoir découvert une cellule terroriste après celle de Narmeh dont les membres ont été arrêtés. Il a dans ce contexte reçu le directeur de l'ASG, le général Abbas Ibrahim. La question des otages libanais en Syrie a également été soulevée pendant leur réunion. Et puis Najib Miati a présidé ce mercredi une réunion au Grand Sérail réservée à la situation dans la prison de Roumieh. Au cœur de ces discussions, les travaux de réhabilitation des bâtiments du centre de détention à la suite d'un rapport accablant sur le détournement des crédits alloués. Le Premier ministre sortant a chargé le parquet général de cassation, le parquet financier et l'inspection centrale de poursuivre leurs investigations jusqu'au bout pour identifier les responsables et les déférer devant la justice. Selon ce rapport, la qualité des travaux est catastrophique et la situation des prisonniers toujours aussi tragique. Et justement, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saher, a porté plainte contre 6 prisonniers et un membre des forces de sécurité intérieure. Ils sont accusés d'avoir tenté d'introduire des matières explosives dans la prison de Roumieh pour une tentative d'évasion. Le membre des FSI est accusé d'avoir introduit un sandwich bourré de carbure de calcium, un explosif potentiel, dans l'enceinte du centre de détention. Le prisonnier, Sherbel Chalita, est quant à lui accusé d'avoir transféré ce sandwich à d'autres détenus. Leur dossier a été transféré au premier juge d'instruction militaire, Riyad Abourida. Les 2 pilotes turcs enlevés au Liban se trouvent dans un endroit sûr, c'est ce qu'a affirmé Marwan Sherbel dans des propos à l'agence de presse turque Anatolie. Selon le ministre sortant de l'Intérieur, le gouvernement libanais fait de son mieux pour libérer les 2 pilotes dans les plus brefs délais. Ils ont été enlevés le 9 août dernier par des hommes armés sur la route de l'aéroport de Beyrouth. Le même jour, Ankara a appelé ses ressortissants à quitter le Liban et à éviter de s'y rendre. Sherbel a indiqué que le rapt de la Turkish Airlines n'est pas lié à l'enlèvement des pèlerins libanais en Syrie en 2012. Le chef de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques appelle à des cessez-le-feu temporaires en Syrie. Objectif, faciliter le travail de ses inspecteurs chargés de démanteler l'arsenal chimique syrien. Une déclaration qui intervient alors qu'une première vidéo a été diffusée mardi, une semaine après le début de leur mission de désarmement. On y voit les experts internationaux à l'œuvre sur un site d'armes chimiques en Syrie. L'enregistrement, diffusé par la télévision d'État syrienne, montre plusieurs inspecteurs portant des combinaisons de protection, dont des casques, des gants et parfois même des masques à gaz à l'intérieur d'un bâtiment. L'OIAC a annoncé l'envoi d'une deuxième équipe d'inspecteurs en Syrie pour accélérer le rythme des vérifications de l'arsenal chimique et de sa destruction, sans préciser la composition ni la date d'arrivée de cette deuxième équipe. L'Iran rejette les conditions posées par les États-Unis pour participer à la conférence de paix sur la Syrie. Washington veut que Téhéran avalise la déclaration de Genève du 30 juin 2012, déclaration qui appelle notamment à la formation d'un gouvernement de transition à Damas. Mais la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté toute condition préalable à l'intégration de Téhéran au processus diplomatique. Selon elle, la participation de l'Iran est cruciale à la recherche d'une solution pacifique au conflit syrien. Et puis 2 journalistes français sont otages en Syrie depuis juin dernier. Il s'agit de Nicolas Hénin qui travaille en Afrique et au Moyen-Orient pour Le Point et Arte, et de Pierre Torres, reporter photographe qui travaille notamment pour l'AFP.
C'est Jean-Marc Ayrault qui, dans un lapsus, a divulgué l'information ce matin sur Europe 1, alors qu'il était interrogé sur le sort de Didier François et Édouard Elias, deux autres journalistes français dont la disparition est officielle depuis le 6 juin dernier. L'information a été confirmée par le Quai d'Orsay qui précise qu'ils ont été enlevés le 22 juin. Leur famille n'avait jusqu'à présent pas communiqué sur leur enlèvement. Ils sont donc 4 journalistes français à être retenus en otage en Syrie. Au retour de la pause, une femme bientôt à la tête de la Réserve fédérale américaine. Une première pour cette institution centenaire. Les détails dans un instant. Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a reçu une délégation du village de Kabaït formée des parents des victimes du naufrage du bateau qui transportait des immigrés clandestins libanais au large de l'Indonésie. Un troisième groupe de 16 survivants est rentré hier soir à Beyrouth. Les larmes d'une mère qui enlace son fils qu'elle ne croyait plus jamais revoir. Khaled Taleb est l'un des survivants du naufrage en Indonésie d'un boat people en route vers l'Australie. C'était le 27 septembre dernier. Plus de 36 personnes, dont 21 Libanais, ont trouvé la mort dans ce drame. Parmi les victimes, les 2 sœurs de Khaled et leurs 13 enfants. L'embarcation surchargée était vraisemblablement dans un mauvais état et inadaptée à la navigation en plein océan. J'ai essayé de convaincre mes sœurs de ne pas y aller. Mon frère en Australie a lui aussi essayé de les convaincre, en vain. Elles ont péri avec leurs 13 enfants. Elles étaient déterminées à partir en Australie. Même si elles devaient mourir, elles ne voulaient pas retourner au Liban. Après la mort de mes filles, rien ne me fera plaisir. C'est fini. Je suis heureuse que mon fils soit de retour, mais ses sœurs, où sont-elles ? Une trentaine de Libanais ont survécu à la catastrophe. Ils sont tous de retour au pays après une aventure qui a failli leur coûter la vie. Beaucoup avaient tout vendu, maisons, voitures, terres et pour certains même leur bétail, afin de payer les frais de voyage. C'est près de 14 000 $ par personne. Des économies de toute une vie pour ces Libanais en quête d'un avenir meilleur à l'étranger. La plupart vivaient au Liban dans la misère avec moins de 10 $ par jour. Khodr Darwish est aujourd'hui un homme brisé. Cet employé de restaurant a perdu son épouse dans le drame. Elle a pris le large sans son mari qui était emprisonné en Indonésie pour séjour illégal. Je lui ai dit d'y aller. Elle était seule en Indonésie, elle ne connaissait pas le pays. Elle ne pouvait pas rester seule. Je lui ai dit d'y aller et que je la suivrais. Et le drame s'est produit. Je n'ai pas vu de photo de sa dépouille. Toutes les dépouilles sont défigurées. Si les responsables libanais ne sont pas capables d'aider les citoyens, qu'ils démissionnent pour sauver leur dignité et qu'ils laissent la place à ceux qui s'intéresseront aux pauvres. Kabaït, le village de Khodor dans la région de Akkar au nord du pays, est aujourd'hui en deuil. La plupart des victimes du naufrage sont originaires de cette localité, l'une des plus pauvres du Liban. Aucune date n'a été fixée pour le rapatriement des corps des victimes du naufrage vers le Liban. Certaines dépouilles mortelles sont défigurées et ne peuvent être identifiées. Des tests ADN sont en cours. Entre-temps, l'enquête sur le réseau de passeurs se poursuit. Ces groupes mafieux profitent du malheur de ses habitants pour organiser des voyages clandestins en Australie. Depuis mars 2013, quelques 250 personnes, des Libanais mais aussi des Syriens, ont émigré de cette façon. Mais malgré le naufrage du 27 septembre, certains comme Khodr Darwish sont encore tentés par l'aventure. Ils referaient le voyage pour fuir les conditions économiques et les menaces qui pèsent sur leurs emplois depuis l'afflux de réfugiés syriens. En Égypte, le général Abdel Fattah el-Sisi, le nouvel homme fort du pays, n'exclut pas de se présenter à la présidentielle prévue en 2014. Il estime que le moment n'est pas encore venu de poser la question en raison des défis et des dangers auxquels fait face l'Égypte. Le chef d'état-major de l'armée et actuel ministre de la Défense avait lui-même annoncé à la télévision le 3 juillet dernier la destitution et l'arrestation de Mohamed Morsi, la nomination d'un gouvernement et d'un président intérimaire, ainsi qu'une nouvelle feuille de route. Par ailleurs, la Maison-Blanche a démenti les rumeurs selon lesquelles Washington va mettre fin à l'ensemble de son aide militaire au Caire.
Cette aide est en cours de réexamen depuis que l'armée égyptienne a renversé le président islamiste. Les États-Unis devraient annoncer leur décision dans les prochains jours. Et puis, toujours en Égypte, le procès de Mohamed Morsi va débuter le 4 novembre prochain. Le président déchu sera jugé pour incitation au meurtre de manifestants devant le palais présidentiel au Caire en décembre 2012. Il va comparaître aux côtés de 14 autres accusés, un peu plus de 6 mois après sa destitution par l'armée le 3 juillet. Le pays avait été proche de la guerre civile après les manifestations liées à son éviction et qui avaient fait plusieurs morts. Pervez Musharraf, libéré sous caution, l'ancien président pakistanais avait été placé en résidence surveillée dans l'affaire de l'ancien chef rebelle Akbar Bugti, tué dans une opération militaire en 2006 alors que Musharraf était encore au pouvoir. L'ex-général aura passé près de 6 mois en résidence surveillée dans sa villa en banlieue de la capitale Islamabad, protégé par environ 300 policiers, militaires et forces spéciales en raison des menaces qui pèsent contre lui. Le temps presse aux États-Unis. Plus d'une semaine après le début d'une paralysie partielle de l'État fédéral, Barack Obama a de nouveau exhorté les républicains à voter un budget. Le président américain a également mis en garde sur les conséquences d'un défaut de paiement du pays si un vote sur le relèvement du plafond de la dette n'a pas lieu d'ici le 17 octobre. Maître de l'agenda, le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, exige avant tout vote des concessions en matière de dépenses sociales. Il campe donc sur ses positions. Les effets du shutdown se font de plus en plus sentir à travers le pays, à l'image de l'activité touristique qui tourne au ralenti. Les milieux d'affaires qui avaient dans un premier temps minimisé son impact en constatent désormais les conséquences. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, on reste aux États-Unis où Barack Obama doit annoncer ce soir la nomination officielle de Janet Yellen à la tête de la Réserve fédérale américaine. Si ce choix est confirmé par le Sénat, elle succédera à Ben Bernanke, dont le deuxième mandat de 4 ans s'achève le 31 janvier 2014. Actuellement numéro 2 de la Banque centrale américaine, cette économiste de 67 ans deviendra la première femme à présider la Fed. Janet Yellen défend une politique monétaire agressive pour lutter contre le chômage. Nouvel incident sur le site nucléaire de Fukushima. 6 travailleurs ont été éclaboussés par de l'eau radioactive quand une canalisation d'un système de désalinisation de l'eau a été accidentellement déboîtée. Selon TEPCO, l'opérateur de la centrale, la canalisation a été rapidement remise en place et la fuite stoppée en moins d'1 heure. Plusieurs tonnes d'eau contaminée se sont tout de même échappées tout en restant contenues dans l'enceinte de la centrale. Et puis le prix Nobel de chimie 2013 a été attribué à Martin Karplus, Michael Levitt et Araya Warshall pour leurs travaux réalisés dans les années 1970. Les 3 scientifiques ont posé les bases des puissants programmes utilisés pour comprendre et prédire les processus chimiques. Les 3 lauréats recevront leur prix le 10 décembre à Stockholm. Ils se partageront plus d'1 200 000 $. Le prix Nobel de chimie est le 3e décerné cette année après celui de médecine et de physique. Il y a 1 an, jour pour jour, la vie de Malala Yousafzai bascule. La jeune fille se trouve dans un bus scolaire dans le nord-ouest du Pakistan. 2 hommes armés montent et lui tirent dessus. Elle en échappe in extremis et est transférée dans un hôpital à Birmingham, en Angleterre. Depuis, elle témoigne aux 4 coins du monde et raconte son histoire en dépit des menaces des talibans. Une histoire qu'elle raconte elle-même dans ce livre qui vient de sortir dans sa version d'origine en anglais sous le titre « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans ». Son combat suscite l'admiration. La jeune fille de 16 ans est devenue une des porte-paroles de la cause de l'éducation dans le monde, notamment l'éducation des femmes. En juillet dernier, elle s'exprimait à New York à l'invitation du secrétaire général de l'ONU. Elle poursuit aujourd'hui ses études à Birmingham et veut un jour retourner au Pakistan, peut-être pour y faire de la politique. En attendant, elle fait partie des favoris pour le prix Nobel de la paix qui sera remis vendredi à Stockholm. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Réunion au Grand Sérail sur la situation dans la prison de Roumieh après le rapport accablant sur les travaux de réhabilitation alors que le juge Soher porte plainte contre 6 détenus et un membre des FSI. La télévision d'État syrienne diffuse les premières images des experts internationaux à l'œuvre sur un site d'armes chimiques. L'ONU va envoyer une 2e équipe d'inspecteurs pour accélérer le rythme des vérifications. En Égypte, le général Abdel Fattah el-Sisi, le nouvel homme fort du pays, n'exclut pas de se présenter à la présidentielle de 2014.
alors que le procès de Mohamed Morsi a été fixé au 4 novembre. Et puis, il y a un an, jour pour jour, la vie de Malala Yousafzai bascule quand cette jeune Pakistanaise est prise pour cible par les talibans. Devenue porte-parole de l'éducation dans le monde, elle fait partie des favoris pour le prix Nobel de la paix 2013. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de notre programme sur notre antenne et bonne soirée.